Vous avez l'odeur de mon papa. C'est tout ce que la petite fille s'a murmuré, le visage enfoui contre la jambe de son manteau hors de prix. Et à cet instant, au milieu du brouhaha d'une place bondée, le monde d'un des hommes les plus puissants de la ville s'est brisé en 1000 morceaux. Ce que cet enfant venait de réveiller en lui allait détruire sa vie pour en construire une nouvelle, mais à un prix que personne n'aurait pu imaginer. Restez bien jusqu'à la fin de cette histoire. Ensuite, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous lui donneriez. Et si ce récit vous touche, abonnez-vous à la chaîne pour soutenir mon travail. Je compte vraiment sur vous. Nous sommes à Lyon, fin novembre. La ville commence à peine à revêtir son habit de lumière, une promesse scintillante pour la fête qui approche. Mais le ciel, lui, reste d'un gris de plomb, lourd, pesant sur les toits d'ardoise du vieux Lyon. Une bruine glaciale s'infiltre partout, rendant les pavés glissants et les cœurs un peu plus lourds. C'est dans ce décor de contraste, entre la chaleur des vitrines de Noël et la mélancolie d'un hiver qui s'installe, que nous rencontrons Arthur Dubois. La cinquantaine, le cheveu poivre et sel impeccablement coiffé, le regard d'acier. Arthur est l'incarnation même du succès lyonnais. Un magnate de l'immobilier qui a bâti un empire en rasant des parcelles du passé pour y ériger des complexes de verre et d'acier aussi froids et impersonnels que sa propre vie. Il vit seul, tout en haut d'une tour vertigineuse dans le quartier moderne de Confluence. Son penthouse offre une vue panoramique sur la Saône, mais Arthur ne voit rien. Ou plutôt, il ne voit que le vide. Le vide de son immense salon, le vide de son agenda une fois la porte du bureau fermée, le vide de son cœur. Divorcé depuis des années, il s'est brouillé avec son unique fils, un jeune homme qu'il ne voit plus, qui a rejeté son nom et sa fortune. Arthur est un homme rongé par une solitude si profonde qu'elle est devenue son unique compagne. Chaque soir, le rituel est le même, un verre de whisky hors de prix, le silence pour seule musique, et le poids écrasant d'un secret qu'il porte depuis 30 ans. Un secret qui a l'odeur du bois de pin et le goût amer de la culpabilité. Loin des tours de verre d'Arthur, dans une rue sinueuse du quartier de la Croix-Rousse, vit Chloé. 7 ans, des yeux immenses et curieux qui semblent absorber le monde entier. Contre sa poitrine, elle serre un petit oiseau en bois, usé par les caresses de ses petites mains. C'est son trésor le plus précieux. Chloé vit avec sa mère, Sophie, dans un appartement modeste aux murs chargés d'histoire, un de ces anciens logements de canutes que la modernité menace d'engloutir. Depuis 1 an, leur vie est en suspens, fragile comme un fil. Marc, le père de Chloé, un artisan menuisier passionné, est mort. Un accident de chantier, a-t-on dit. Un mot froid et clinique pour décrire l'effondrement de leur monde. Depuis, Sophie se bat. Elle est une lionne qui défend son unique petit. Elle cumule 2 emplois, femme de ménage à l'aube et serveuse le soir, pour tenter de joindre les 2 bouts. Mais la fatigue s'accumule et les factures aussi. La plus terrifiante de toutes est arrivée il y a quelques semaines, un avis d'expulsion. L'immeuble où des générations ont vécu doit être démoli pour laisser place à un projet immobilier de luxe. Un projet prestigieux, moderne, audacieux. Un projet signé Dubois Immobilier. Sophie l'ignore, mais l'homme qui vit dans le ciel de Lyon est celui qui menace de jeter sa fille à la rue. Chloé, elle, ne comprend pas ces histoires d'adultes. Elle sait juste que son papa lui manque. Chaque jour, chaque minute. Et par-dessus tout, c'est son odeur qui lui manque. Une odeur unique, un mélange de cire d'abeille, de sueur de pin et de l'eau de Cologne bon marché qu'il mettait le dimanche. Une odeur qui était synonyme de sécurité, de rires et d'amour. Dans l'équation de cette tragédie silencieuse, il y a une 3e personne. Un homme dans l'ombre, le véritable architecte du malheur. Il s'appelle Bernard Lemaire, le directeur des opérations d'Arthur Dubois. Ambitieux, froid, sans scrupules, Lemaire est celui qui fait le sale travail. C'est lui qui supervise les expulsions, qui use de pression psychologique et de failles juridiques pour nettoyer les terrains que son patron convoite. Il est le bras armé de l'Empire Dubois. Mais ce qu'Arthur ignore, c'est que Lemaire a un lien bien plus direct et bien plus sombre avec Sophie et Chloé. Il était le chef de chantier le jour de la mort de Marc. Et l'accident n'en était pas un. C'était le résultat d'une négligence criminelle, des règles de sécurité bafouées, du matériel défectueux, des délais intenables imposés pour maximiser les profits. Lemaire a tout étouffé. Il a acheté le silence d'un témoin clé avec une liasse de billets et produit un rapport falsifié qui a clos l'affaire. Pour lui, l'expulsion de Sophie n'est pas qu'une simple procédure administrative. C'est une nécessité.
C'est le moyen d'effacer la dernière trace vivante de son crime, de faire taire à jamais le fantôme de Marc. Il pensait avoir tout contrôlé, tout verrouillé. Il ne pouvait pas savoir qu'un souvenir, une simple odeur, allait faire s'écrouler tout son château de mensonges. Le point de rupture, le grain de sable qui allait tout enrayer, arriva un samedi après-midi sur la place Bellecour. Fuyant le silence glacial de son appartement, Arthur marchait sans but au milieu du marché de Noël naissant. L'odeur des marrons chauds et du vin épicé flottait dans l'air, se mêlant aux rires des enfants et aux chants festifs. Partout, des familles se promenaient, emmitouflées dans leurs écharpes, partageant des sourires et des regards complices. Arthur traversait cette foule comme un fantôme, une île de froideur au milieu de cet océan de chaleur humaine. Son manteau en cachemire, d'une valeur supérieure au loyer annuel de la plupart de ces gens, le protégeait du froid, mais pas du vide qui le rongeait de l'intérieur. C'est là qu'il la vit. Une petite fille aux cheveux bruns, échappant un instant à la vigilance de sa mère qui répondait à un appel téléphonique. Dans ses mains, elle tenait un petit oiseau en bois. En voulant courir vers un stand de gaufres, elle trébucha. L'objet, son trésor, lui échappa et roula sur les pavés humides, venant s'arrêter précisément contre la pointe des chaussures italiennes d'Arthur Dubois. Machinalement, sans même y penser, l'homme d'affaires se baissa pour le ramasser. L'oiseau était simple, sculpté avec amour mais sans grande technique, son bois poli par des milliers de caresses. En se relevant, il croisa le regard de l'enfant. Des yeux immenses, remplis d'une inquiétude qui se mua aussitôt en curiosité. Arthur lui tendit le petit jouet. La fillette s'approcha, non pas avec la méfiance habituelle des enfants envers les inconnus, mais avec une sorte de reconnaissance étrange. Elle prit l'oiseau, ses petits doigts effleurant la main de l'homme. Puis, elle fit quelque chose d'inattendu. Elle se rapprocha encore, jusqu'à presser son visage contre la jambe de son pantalon et renifla discrètement le tissu coûteux. Arthur resta figé, déconcerté. Et c'est alors qu'une petite voix, à peine un murmure, monta jusqu'à lui, des mots qui allaient lui faire exploser son univers. « Vous avez l'odeur de mon papa !» Le temps s'arrêta. Le son de la fête s'estompa pour ne devenir qu'un bourdonnement lointain. L'odeur, quelle odeur! Ce n'était pas son eau de toilette de luxe. Ce n'était pas l'odeur du cuir de sa voiture ou du papier de ses contrats. Non. C'était autre chose. Une réminiscence. Un parfum enfoui si profondément dans sa mémoire qu'il pensait l'avoir oublié à jamais. L'odeur du vieux baume pour bois que son propre père, menuisier lui aussi, utilisait dans son petit atelier. Une odeur qu'il n'avait pas sentie depuis des décennies, mais qui était restée imprégnée dans une vieille boîte à outils qu'il gardait comme une relique dans son bureau. Le seul lien avec un passé qu'il avait méthodiquement rejeté pour construire son empire de béton. La fillette, avec l'innocence désarmante de l'enfance, s'agrippa à ses jambes et enfouit son visage contre lui, comme pour retrouver un refuge perdu. Pour Arthur, ce fut le coup de grâce. Le barrage qu'il avait construit autour de son cœur pendant 30 ans vola en éclats. Une douleur sourde, violente, remonta du plus profond de son être. Et là, en pleine rue, au milieu de la foule joyeuse et indifférente, le millionnaire Arthur Dubois, l'homme qui ne pleurait jamais, s'effondra et se mit à pleurer. Les larmes, chaudes et incontrôlables, coulaient sur ses joues. Des larmes pour son père, pour son fils perdu, pour la vie qu'il n'avait pas eue. Sophie, ayant terminé son appel, se retourna et vit sa fille dans les bras d'un inconnu en larmes. La panique la saisit. Elle se précipita, arracha presque Chloé des jambes d'Arthur. « Je suis désolé, monsieur. Excusez-la, elle. » Elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Voyant l'état de cet homme, elle attrapa la main de sa fille et s'éloigna rapidement, se perdant dans la foule, laissant Arthur seul sur le pavé, anéanti. Le retour à son penthouse fut un supplice. Chaque feu rouge, chaque rue lui semblait hostile. Une fois la porte blindée refermée, le silence de son immense appartement lui parut plus assourdissant que jamais. Il se servit un verre de whisky, mais le liquide ambré n'avait aucun goût. Il se tenait devant la baie vitrée, regardant les lumières de Lyon s'étaler à ses pieds, mais tout ce qu'il voyait, c'était le visage de cette fillette. Ses yeux, sa voix, et cette phrase qui tournait en boucle dans sa tête. « Vous avez l'odeur de mon papa !» C'était impossible, un hasard absurde. Et pourtant, cette sensation était trop réelle, trop puissante pour être ignorée. C'était le grain de sable qui venait de gripper la machine parfaitement huilée de sa vie. Cette nuit-là,
Arthur ne dormit pas. Il fit les 100 pas dans son salon, hanté. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait ni à ses investissements, ni à ses projets, ni à sa fortune. Il pensait à un petit oiseau en bois et à une odeur de pain. Au petit matin, épuisé mais animé d'une détermination nouvelle, il prit une décision qui allait changer le cours de son existence. Il attrapa son téléphone et appela son assistante personnelle, Isabelle. Sa voix était rauque. « Isabelle, j'ai une mission pour vous. C'est inhabituel. Hier, sur la place Bellecour, vers 16 heures. Il y avait une petite fille, environ 7 ans, cheveux bruns. Elle a perdu un petit oiseau en bois. Je veux que vous la retrouviez, je n'ai rien d'autre. Trouvez-la. » Isabelle, habituée aux requêtes étranges de son patron, ne posa aucune question. Elle était la meilleure. Quelques heures suffirent. En fin de matinée, Arthur reçut un email. L'objet était laconique. Information demandée. Le cœur battant, il ouvrit le fichier joint. Une photo de la petite fille, prise sur un profil de réseau social. C'était bien elle. Son nom, Chloé Martin. Âge, 7 ans. Mère, Sophie. Martin. Père, Marc Martin. Et puis la ligne qui le frappa comme une tonne de briques. Père décédé le 12 janvier dernier. Accident sur le chantier, Confluence Horizon. Son chantier, l'ouvrier mort sur son projet. La culpabilité, qu'il avait réussi à anesthésier avec des chèques d'indemnisation et des rapports d'avocats, revint le frapper en plein visage. Mais ce n'était pas tout. L'email contenait aussi leur adresse. Une adresse qu'il reconnut immédiatement. C'était l'un des immeubles du quartier de la Croix-Rousse que sa société était en train de vider. Un immeuble dont les habitants avaient reçu un avis d'expulsion. Un avis signé par Bernard Lemaire, en son nom. L'écran de l'ordinateur n'était plus qu'un miroir glacial reflétant le visage d'un homme anéanti. Chaque mot de l'email d'Isabelle était un clou planté dans le cercueil de sa conscience. La petite fille, son père, son chantier, son avis d'expulsion. Les pièces du puzzle s'assemblaient pour former une image monstrueuse, une fresque de sa propre faillite morale. La culpabilité n'était plus une ombre lointaine. C'était une vague glaciale qui le submergeait, menaçant de le noyer. Son premier réflexe fut celui d'un homme qui avait passé sa vie à tout quantifier, à tout régler par des chiffres. Il appela son avocat. Sa voix était méconnaissable, sèche et cassante. « Je veux que vous fassiez un virement, anonyme, à une certaine Sophie Martin, une somme conséquente, de quoi la mettre à l'abri pour des années. Et vous annulez immédiatement la procédure d'expulsion concernant son logement. Immédiatement. » C'était sa façon de faire. Éteindre l'incendie avec des liasses de billets, panser les plaies avec de l'or. Il pensait pouvoir acheter l'absolution, comme il achetait des terrains. Il ne pouvait pas avoir plus tort. 2 jours plus tard, l'avocat le rappela. Le ton était embarrassé. « Monsieur Dubois, nous avons un problème. Madame Martin refuse catégoriquement l'argent. Elle l'a qualifié d'argent du sang et a raccroché. Quant à l'expulsion, l'annulation a été bloquée par monsieur le maire. Il invoque des clauses contractuelles avec les nouveaux investisseurs et des pénalités financières exorbitantes en cas de retard. » Arthur sentit une colère froide monter en lui. Le refus de Sophie le déstabilisait. Une femme pauvre, au bord du gouffre, qui refusait une fortune. C'était insensé. C'était digne. Et cette dignité le renvoyait à sa propre lâcheté. Quant à Lemaire, son obstruction était plus qu'une simple formalité administrative. C'était un défi. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas, Arthur se mit à fouiller lui-même. Il commença par le dossier de l'accident de Marc Martin. Il demanda à Isabelle de le lui apporter. Quelques minutes plus tard, une fine chemise cartonnée était posée sur son bureau. À l'intérieur, des rapports techniques, des témoignages laconiques et la conclusion froide, mort accidentelle par manquement à la vigilance de la victime. Tout semblait en ordre, trop en ordre. C'était un dossier lisse, parfait, sans la moindre aspérité. Un dossier conçu pour être refermé et oublié. Son obsession grandissait. Il convoqua Bernard Lemaire dans son bureau. Le directeur des opérations arriva, impeccable dans son costume sur mesure, un sourire professionnel figé sur les lèvres. « Arthur, vous vouliez me voir ? J'espère que ce n'est pas pour cette histoire d'expulsion. C'est une affaire réglée, nous ne pouvons pas revenir en arrière. » Sa désinvolture frappa Arthur. Il posa la chemise cartonnée sur le bureau, entre eux. « Je veux que tu me parles de ça, de Marc Martin. » Le sourire de Lemaire se crispa imperceptiblement. « Un drame terrible.
Nous avons versé une indemnité généreuse à la famille, conformément à la loi. C'est un dossier clos. Je veux le rouvrir, dit Arthur, sa voix basse et dure. Je veux comprendre pourquoi sa veuve et sa fille sont sur le point de se retrouver à la rue à cause de nous. Le maire eut un petit rire condescendant. Arthur, ne vous mêlez pas de ça. C'est de la gestion. Parfois, elle est douloureuse. Vous m'avez engagé pour prendre ces décisions difficiles afin que vous puissiez vous concentrer sur la vision d'ensemble. Laissez-moi faire mon travail. Plus le maire lui disait de ne pas s'en mêler, plus l'obsession d'Arthur devenait une certitude. Il y avait quelque chose de pourri dans ce dossier, et le maire montait la garde devant. Chaque porte qu'il tentait d'ouvrir, il la trouvait verrouillée par son propre bras droit. Les témoins de l'accident étaient injoignables, les sous-traitants avaient changé, les archives semblaient incomplètes. Le maire avait érigé une forteresse de silence autour de la mort de Marc Martin. Ce soir-là, dans son penthouse, le silence était encore plus pesant. Le whisky n'avait plus aucun effet. Arthur se tenait devant la baie vitrée, mais il ne voyait pas la ville. Il revoyait la scène de la place Bellecour, la main de la petite fille, et le petit oiseau en bois. Il se souvint de la sensation de l'objet dans sa paume. Le bois lisse, les formes simples mais pleines de vie. Le style de la sculpture lui était familier. D'où venait cette impression de déjà-vu? Et soudain, une image surgit du plus profond de sa mémoire. Une image qu'il avait enterrée sous 30 ans d'ambition et de béton. Lui, enfant, dans le petit atelier de son père. L'odeur de la suure et de la cire d'abeille. Les mains calleuses de son père guidant les siennes sur un morceau de pain, lui apprenant à donner vie au bois avec de vieux outils. Son père, cet artisan qu'il avait méprisé, qu'il avait rejeté pour la finance et l'acier. Cet héritage qu'il avait trahi. Le petit oiseau de Chloé, c'était le même style, la même âme que les sculptures de son père. C'était impossible, et pourtant. La coïncidence était trop grande, trop douloureuse. À cet instant, Arthur comprit. Sa quête n'était plus seulement motivée par la culpabilité envers un ouvrier mort. Elle était devenue personnelle. C'était une quête sur ses propres origines, sur le fantôme de son père, sur l'homme qu'il aurait pu être. Il devait savoir qui était vraiment Marc Martin. Il devait comprendre le lien qui unissait cet homme, sa fille et ce petit oiseau en bois. Et pour cela, il était prêt à faire tomber les murs de sa propre forteresse. Le lendemain matin, Arthur ne se rendit pas à son bureau. Il prit sa voiture et roula jusqu'à une petite rue discrète du quartier Saint-Jean, où se trouvait l'agence d'un homme dont la réputation n'était plus à faire dans les affaires délicates. Il s'appelait Jean-Pierre Moreau, un ancien commissaire de police reconverti en détective privé. Un homme aux cheveux gris, au regard perçant, qui n'avait besoin que de quelques mots pour comprendre la complexité d'une situation. Assis dans le petit bureau qui sentait le papier et le café froid, Arthur lui raconta l'essentiel, sans mentionner la rencontre avec Chloé. Il parla d'un accident suspect, d'un dossier trop parfait et d'un directeur des opérations qui semblait cacher quelque chose. Il voulait la vérité, toute la vérité, coûte que coûte. Moreau écouta sans l'interrompre, hochant la tête de temps à autre. Quand Arthur eut terminé, le détective prit un carnet et un stylo. « Donnez-moi le nom de l'ouvrier, celui du témoin principal et celui de votre directeur. Laissez-moi 48 heures. » Ces 48 heures furent les plus longues de la vie d'Arthur. Il errait dans son penthouse comme un lion en cage, incapable de se concentrer, sursautant à chaque sonnerie de téléphone. Il avait l'impression de se tenir au bord d'un précipice, sans savoir si le pas suivant le mènerait vers la vérité ou vers le vide. Le coup de fil de Moreau arriva enfin. Sa voix était neutre, professionnelle. « J'ai quelque chose pour vous. Retrouvez-moi dans 1 heure au café de la Cloche, sur la presqu'île. » Arthur sentit son cœur s'emballer. Il était temps. La pluie fine tombait sur Lyon, brouillant les lumières de la ville. Assis à une table au fond du café, Moreau attendait, une fine chemise en carton posée à côté de sa tasse. Il ne perdit pas de temps en salutations. Il poussa le dossier vers Arthur. « Votre intuition était la bonne, monsieur Dubois. L'accident n'en était pas un. » Il expliqua sa méthode. Il avait retrouvé le témoin clé, un certain Gérard, un ouvrier intérimaire qui avait quitté Lyon juste après le drame. Moreau l'avait localisé dans une petite ville de la banlieue stéphanoise. Au début, l'homme avait refusé de parler, terrifié. Mais face à la ténacité de l'ancien commissaire, il avait fini par craquer. Il avait tout raconté.
Les poutrelles de sécurité non conformes, les avertissements ignorés par le maire, la pression pour finir le chantier avant la date limite. Et puis, l'argent. Une enveloppe contenant 10 000 euros, remise en main propre par le maire, en échange de son silence et d'une signature au bas d'un faux témoignage. Moreau avait obtenu une déclaration écrite et signée de Gérard, qui se trouvait au sommet de la pile de documents. Arthur sentit une nausée le gagner. C'était donc vrai. Un homme était mort par cupidité, pour respecter un délai, pour économiser quelques milliers d'euros sur la sécurité. Et cet homme était le père de la petite fille qui avait réveillé son âme. La colère qu'il ressentit envers le maire était glaciale, absolue. Mais Moreau n'avait pas terminé. Son expression s'était assombrie. « Ce n'est pas tout, » dit-il d'une voix plus basse. « Comme vous me l'aviez demandé, j'ai aussi fait des recherches sur la victime. Marc Martin. Sur sa famille. Son histoire. » Il sortit une autre feuille du dossier. C'était la copie d'un acte de naissance. Arthur la regarda sans comprendre. « Je ne vois pas le rapport. » Moreau pointa une ligne du doigt. Le nom de la mère, Élise Renaud. À la lecture de ce nom, Arthur sentit le sol se dérober sous ses pieds. Élise. Son premier amour. La jeune femme qu'il avait passionnément aimée à 20 ans, avant que les ambitions et la pression de sa propre famille ne le poussent à la quitter, à la sacrifier sur l'autel de sa future carrière. Il l'avait abandonnée sans un mot, changeant de ville, changeant de vie. Il ne l'avait jamais revue. Elle a eu cet enfant quelques mois après votre rupture, continua Moreau, sa voix se faisant presque douce. Elle ne vous a jamais contacté. Elle lui a donné son nom de famille. Elle est décédée d'une maladie il y a une dizaine d'années. Marc a été élevé par ses grands-parents maternels. Arthur ne respirait plus. Chaque mot du détective était un coup de poignard en plein cœur. Il regarda la date de naissance de Marc. Le calcul était simple, brutal, impossible à ignorer. Il fixa Moreau, les yeux écarquillés par une horreur qui dépassait l'entendement. Non, ce n'est pas possible. Le détective le regarda avec une profonde compassion. Monsieur Dubois, Marc Martin était votre fils. Le monde d'Arthur s'effondra. Pas en éclats, comme sur la place Bellecour, mais en un silence assourdissant, un trou noir qui avalait tout. Son fils. Il avait eu un fils qui travaillait le bois comme son propre père. Un fils qui avait péri sur l'un de ses chantiers, à cause de la corruption qu'il avait laissé prospérer. Un fils dont il venait d'ordonner l'expulsion de la veuve et de l'enfant. Chloé. La petite fille aux yeux immenses. Sa petite fille. L'odeur qu'elle avait reconnue n'était pas un hasard. C'était l'écho d'un lien du sang, un héritage transmis à travers les générations, du grand-père menuisier qu'il avait renié, au fils qu'il n'avait jamais connu, et qui s'était manifesté à travers l'innocence de sa petite fille. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. C'était une agonie pure, un poison qui se répandait dans ses veines. Il avait passé sa vie à construire un empire de béton, et il venait de réaliser qu'il l'avait bâti sur les ruines de sa propre famille, sur le corps de son propre fils. Il resta là, immobile, au milieu du bruit du café, voyant sans voir, entendant sans entendre, complètement anéanti. Moreau le laissa en silence pendant de longues minutes. Finalement, Arthur releva la tête. Ses yeux n'étaient plus ceux d'un homme d'affaires. C'étaient les yeux d'un homme qui avait tout perdu et qui n'avait plus rien à perdre. Une résolution terrible, froide et implacable avait remplacé le chagrin. Pour obtenir justice, il ne suffirait pas de punir le maire. Il comprenait maintenant qu'il devait faire un sacrifice total. Il devait détruire l'œuvre de sa vie. Pour honorer le fils qu'il n'avait jamais connu, il allait anéantir Arthur Dubois, le millionnaire. Il quitta le café sans même toucher à son verre. La pluie s'était intensifiée, lavant les rues de Lyon, mais Arthur ne la sentait pas. Il marchait d'un pas régulier, mécanique, à travers la foule qui s'abritait sous les porches. Il n'était plus le même homme qui était entré dans ce café une heure plus tôt. Le chagrin était toujours là, une plaie béante dans sa poitrine, mais il était désormais recouvert d'une couche de glace. Une résolution froide, pure et terrible. Il ne s'agissait plus de vengeance, ni même de justice. Il s'agissait d'expiation. Pour racheter une vie de faute, il fallait un sacrifice à la hauteur du péché. De retour dans son penthouse, il ne s'attarda pas devant la vue panoramique. Il se dirigea droit vers son bureau, vers la vieille boîte à outils de son père qui trônait sur une étagère, incongrue au milieu du design moderne. Il l'ouvrit. L'odeur de pain et de cire lui sauta au visage, l'odeur de son père,
l'odeur de son fils. Il plongea la main à l'intérieur et en sortit un ciseau à bois usé. Il le serra dans son poing jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. C'était l'arme avec laquelle il allait démolir son propre empire. Le lendemain, il convoqua une réunion d'urgence du conseil d'administration pour la fin de la semaine. L'ordre du jour était volontairement vague. Réorientation stratégique majeure et communication sur la gouvernance de l'entreprise. L'annonce créa une onde de choc parmi les actionnaires. Le maire, prévenu par un membre du conseil, appela Arthur, une pointe d'inquiétude perçant à travers son assurance habituelle. « Arthur, qu'est-ce que c'est que cette convocation ? Vous ne pouvez pas prendre une décision de cette ampleur sans m'en parler. » La voix d'Arthur était calme, dénuée de toute émotion. « Tout sera clarifié vendredi, Bernard. Sois là, c'est important. » Pendant les jours qui suivirent, Arthur travailla sans relâche avec le détective Moreau. Ils rassemblèrent chaque pièce du puzzle. Les relevés bancaires prouvant le virement vers le témoin, des copies certifiées des normes de sécurité bafouées sur le chantier, et surtout, la déposition vidéo de Gérard, le témoin, qui racontait tout avec une voix tremblante de peur et de remords. Arthur prépara sa présentation non pas comme un homme d'affaires, mais comme un procureur préparant son réquisitoire final. Le jour de la réunion, la grande salle du conseil au dernier étage de la Tour du Bois était pleine. Les visages les plus puissants de l'immobilier lyonnais étaient là, intrigués et méfiants. Bernard Lemaire était assis à la droite du siège vide d'Arthur, affichant une confiance un peu forcée, saluant les uns et les autres. Il pensait qu'Arthur allait annoncer un nouveau projet pharaonique, ou peut-être sa retraite anticipée pour lui laisser les rênes. La porte s'ouvrit. Arthur entra. Un silence se fit. Il n'était pas l'homme qu'il connaissait. Son costume était impeccable, comme toujours, mais son visage était celui d'un homme qui avait traversé un désert. Il n'y avait plus d'arrogance dans son regard, seulement une gravité infinie. Il s'assit, posa une simple chemise en carton devant lui, et regarda chaque membre du conseil, un par un, avant de fixer son regard sur le maire. « Messieurs, » commença-t-il d'une voix qui résonna dans le silence. « Je vous ai réunis aujourd'hui non pas pour parler de l'avenir de Dubois Immobilier, mais de son âme, ou plutôt, de son absence d'âme. » Un murmure parcourut la salle. Le maire esquissa un sourire crispé. « Notre entreprise a été bâtie sur une idée simple, le progrès. Mais nous avons oublié de nous demander le prix de ce progrès. Nous avons rasé des bâtiments, mais nous avons aussi rasé des vies. » Il se leva et appuya sur une télécommande. L'écran géant derrière lui s'alluma. Ce n'était pas un graphique de croissance qui apparut, mais le visage fatigué de Gérard, l'ouvrier. La vidéo de sa confession commença. La salle était pétrifiée. On pouvait entendre le souffle coupé de certains membres. Le maire devint livide, ses mains agrippant les bras de son fauteuil. La vidéo se termina sur le récit du pot de vin, avec le nom de Bernard Lemaire prononcé clairement. Tous les regards se tournèrent vers le directeur des opérations, qui tremblait de rage et de peur. « C'est un montage, un tissu de mensonges. Cet homme est un maître chanteur. » Arthur ne lui accorda pas un regard. Il fit apparaître à l'écran les preuves bancaires, irréfutables. « Ce n'est pas un mensonge, Bernard. C'est le prix d'un chantier livré en avance. Le prix, c'était la vie d'un homme, un homme nommé Marc Martin. » Puis, Arthur se tourna vers l'assemblée. Sa voix se brisa pour la première fois. « Ce que je ne savais pas, ce que j'ai appris il y a quelques jours à peine, c'est que Marc Martin était mon fils. » Un hoquet de stupeur secoua la salle. Le maire le regarda, les yeux exorbités, comprenant enfin la nature de l'attaque. Ce n'était pas une manœuvre boursière. C'était une immolation. « Je l'ai abandonné il y a 30 ans, continua Arthur, chaque mot lui arrachant les entrailles. Mon ambition a détruit ma première famille, et elle vient de tuer la seconde, celle que je n'ai jamais eu la chance de connaître. Cette entreprise, cet empire que nous avons bâti, est fondé sur ma faillite morale. J'ai créé un système où la seule chose qui compte est le profit. Un système qui a permis à un homme comme Bernard Lemaire de prospérer, de mentir et de tuer en mon nom. » Il marqua une pause, laissant le poids de ses paroles s'installer. « Par conséquent, avec effet immédiat, je démissionne de mes fonctions de président-directeur général. De plus, je cède la totalité de ma fortune personnelle et de mes parts dans cette société à un fonds d'indemnisation. Ce fonds sera dédié à réparer le tort que nous avons causé à toutes les familles que nous avons lésées. À commencer par Sophie Martin et sa fille, Chloé. » C'était l'apocalypse. Les cris, les protestations fusèrent. L'empire s'effondrait en direct. Au milieu du chaos, le maire se leva,
le visage déformé par la haine, et tenta de fuir la salle. Mais en ouvrant la porte, il se retrouva face à face avec Jean-Pierre Moreau, accompagné de 2 officiers de police. « Bernard Lemaire ?» dit l'un des policiers d'une voix calme. « Vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire aggravé, subornation de témoins et faux en écriture. Vous avez le droit de garder le silence. » Le monde de Bernard Lemaire s'écroula en une fraction de seconde. Sous les regards médusés des membres du conseil d'administration, il fut menotté et emmené sans un mot, son visage blême et défait. Le chaos qui s'ensuivit dans la salle de réunion fut total, mais Arthur n'y prêta aucune attention. Il resta debout, seul au milieu de la tempête qu'il venait de déchaîner, le regard perdu dans le vide. Il avait détruit l'œuvre de sa vie, et pour la première fois, il se sentait libre. La chute fut aussi rapide que brutale. L'affaire Dubois Immobilier fit la une de tous les journaux. Un scandale retentissant qui secoua le monde des affaires lyonnais. Mais la reconstruction d'Arthur fut bien plus lente, bien plus silencieuse et infiniment plus douloureuse. Il tint sa promesse. Le fonds d'indemnisation fut créé, engloutissant la quasi-totalité de sa fortune. Le penthouse de Confluence fut vendu, ainsi que la voiture de luxe et les montres de collection. Arthur Dubois, le magnate, n'existait plus. Il ne restait qu'un homme, avec un petit appartement simple et le poids de 30 ans d'erreur sur les épaules. Son épreuve la plus difficile restait à venir. Il devait affronter Sophie. Il se rendit à son appartement de la Croix-Rousse, non pas en millionnaire condescendant, mais en homme brisé venant demander pardon. Il sonna à la porte, le cœur battant à tout rompre. Quand Sophie ouvrit, elle le reconnut immédiatement. La méfiance et la colère se lisaient sur son visage. « Qu'est-ce que vous voulez encore ?» dit-elle, la voix dure. « Je dois vous parler, Madame Martin, s'il vous plaît. » Elle hésita, puis le laissa entrer, se tenant à distance dans le petit salon où flottait encore le souvenir de Marc. Arthur resta debout, incapable de s'asseoir. Et là, sans chercher d'excuses, sans détour, il lui raconta tout. L'histoire d'Élise, son amour de jeunesse abandonné. La naissance de Marc, ce fils dont il n'avait jamais connu l'existence. La terrible ironie de sa mort sur son propre chantier. Chaque mot était une torture, mais il les prononça tous, laissant la vérité crue et horrible s'installer entre eux. La colère de Sophie explosa, une fureur pure et légitime. Les larmes coulaient sur ses joues, tandis qu'elle le frappait de ses mots, le traitant de monstre, de lâche. Elle lui hurla sa douleur, la solitude, les nuits d'angoisse, le manque de ce mari qui lui avait volé 2 fois, une fois en l'abandonnant avant sa naissance, une seconde fois en le laissant mourir par cupidité. Arthur ne se défendit pas. Il encaissa chaque insulte, chaque reproche, sachant qu'il méritait bien pire. Il accepta sa haine comme une juste pénitence. C'est Chloé qui, sans le savoir, brisa le cycle de la colère. Attirée par les éclats de voix, elle sortit de sa chambre, son petit oiseau en bois serré contre elle. Voyant cet homme qui pleurait silencieusement face à sa mère en larmes, elle s'approcha de lui, non pas avec peur, mais avec une compassion innée. Elle tendit sa petite main et la posa sur le bras d'Arthur. « Pourquoi tu pleures ?» demanda-t-elle d'une petite voix. À ce contact, Arthur et Sophie se turent. Le regard de la fillette, si pur, si dénué de jugement, désarma leur douleur d'adulte. Sophie vit alors ce qu'elle n'avait pas vu jusque-là. La sincérité absolue du repentir d'Arthur. Ce n'était pas un millionnaire cherchant à apaiser sa conscience, c'était un grand-père pleurant le fils qu'il n'avait jamais connu et la famille qu'il avait détruite. Le pardon ne vint pas ce jour-là, ni le suivant. Mais une porte venait de s'entr'ouvrir. L'histoire se termine 1 an plus tard. Le scandale s'est tassé. Bernard Lemaire a été condamné à une lourde peine de prison. Arthur n'a pas cherché à reconstruire son empire. Avec le peu d'argent qui lui restait, il a fait quelque chose d'impensable. Il a racheté l'immeuble de la Croix-Rousse, celui-là même qu'il voulait démolir. Il l'a rénové, non pas pour en faire des appartements de luxe, mais pour le transformer en atelier d'artisans, créant une fondation au nom de Marc Martin, pour aider les jeunes talents du bois à se lancer. La dernière image nous le montre dans un petit atelier au rez-de-chaussée, baigné par la lumière douce de l'après-midi. Il n'est plus en costume, mais en simple chemise, les mains couvertes de sciure de bois. À ses côtés, assise sur un petit tabouret, Chloé le regarde avec des yeux brillants d'admiration. Il lui apprend à sculpter un oiseau en bois, guidant ses petites mains avec les vieux outils de son propre père, ceux-là même qui avaient servi à son fils. L'odeur de pain et de cire d'abeille emplit à nouveau l'air, non plus comme le fantôme d'un passé douloureux,
mais comme la promesse douce et chaleureuse d'un avenir. Arthur Dubois a tout perdu pour enfin trouver la seule richesse qui compte vraiment. La véritable valeur d'un homme ne se mesure pas à la hauteur des tours qu'il a construites, mais à la profondeur des fondations qu'il a le courage de reconstruire en lui. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour soutenir mon travail. Je vous promets de continuer à vous apporter des récits qui, je l'espère, toucheront votre cœur. Et s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires quelle note, de 0 à 10, vous donneriez à ce récit. Votre avis compte énormément pour moi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.